Bonjour Vincent Legendre. Bonjour. Ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous sur le plateau d'Eureco. On est là aujourd'hui pour parler de stratégie d'entreprise, un thème qu'on n'a pas encore abordé jusqu'ici. Comment on la façonne, ces stratégies, comment on la fait évoluer aussi, et comment on la met en place. Mais d'abord, c'est classique, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes le président du directoire du groupe Legendre, un groupe rennais, un groupe spécialisé dans l'immobilier, la construction, et un groupe familial aussi, fondé par votre grand-père et qui fêtera ses 80 ans en 2026. Présentez-nous un peu les activités de ce groupe plus précisément en quelques mots. Eh bien, plus précisément, donc groupe familial, vous l'avez dit, breton, vous l'avez dit. Nos deux métiers principaux sont la construction et l'immobilier. On regroupe 2300 collaborateurs et on intervient sur un peu plus que la France, puisque tout l'ouest de l'Europe maintenant, puisqu'on est présent au-delà de la France, en Angleterre, au Portugal, en Suisse et à Jersey. Et puis, une histoire de l'entreprise autour de la construction et de l'immobilier dans toutes les grandes métropoles de France. Donc on est vraiment présent dans les villes, principalement, un peu partout sur ce territoire. D'accord. En termes de chiffre d'affaires, on parle de quoi? On parle d'un chiffre d'affaires d'à peu près 1 milliard d'euros dorénavant. D'accord. Donc on l'entend, construction, promotion, c'est des activités qui ont été un peu touchées par une crise dure dans le monde de l'immobilier. Comment est-ce que le groupe se porte aujourd'hui ? Le groupe traverse cette crise. Là, on est en fin de deuxième année d'une crise de l'immobilier très importante, dont les effets sont encore visibles actuellement. Donc, comme toutes les entreprises présentes dans le secteur, on souffre sur l'immobilier. Pour autant, on a justement la chance d'être diversifié, d'avoir deux métiers. Un métier de la construction qui se porte encore bien. Alors, quand il y a une crise de l'immobilier, on sent les prémices d'une crise de la construction arriver. Donc on se prépare à certainement des lendemains un peu plus difficiles sur la construction et à un redémarrage de l'immobilier. Donc voilà, cette importance d'avoir deux jambes sur lesquelles marcher pour atténuer un peu ces effets. Donc là, on arrive sur notre sujet, justement, c'est ce que je crois comprendre, sur la stratégie d'entreprise. J'entends vous reposer sur deux jambes. C'est ça, justement, la stratégie d'entreprise du groupe? C'est une partie de la stratégie du groupe. On est une entreprise, je le disais tout à l'heure, familiale. Donc on va viser le long terme et la stabilité et de sécuriser le groupe. Et un des meilleurs moyens de sécuriser le groupe, c'est de le diversifier. Donc le diversifier avec ses métiers, on en a parlé, le diversifier avec ses clients. Donc on est désormais, et ça a beaucoup changé ces 15 dernières années, mais on est désormais capable de répondre à tout type de construction, pour tout type de clients, que ce soit des clients privés, des clients publics. Alors on a fait un choix, mon père avait fait un choix il y a très longtemps de ne pas répondre aux clients particuliers, donc on ne construit pas de maisons individuelles, mais on répond à tout autre client, qu'il soit public ou privé. Et puis diversité géographique aussi, je vous en ai parlé, notre implantation dans différents pays nous permet aussi de ne pas subir des crises qui peuvent être un peu plus locales. Donc voilà, diversifier les métiers, les clients, la géographie, ça c'est déjà un bon gage, c'est déjà, à mon sens, une stratégie de bon père de famille dans une entreprise familiale. Alors, vous parlez de diversification et en même temps vous avez cédé des activités aussi ces dernières années. On vous a vu prendre d'autres grandes décisions un peu structurantes, comme vous avez en projet un gros investissement dans la construction bois aussi du côté de Vitré. Est-ce que tout ça aussi, ça fait partie de cette stratégie ou est-ce que c'est aussi de l'agilité face justement à des temps compliqués? Est-ce que c'est un peu les deux peut-être? L'agilité, c'est une stratégie. Je pense que c'est aussi un pan de la stratégie, c'est être sûr de ne pas s'enfermer dans des voies qui vont devenir trop difficiles. On a fait le choix, en effet, il y a un peu plus d'un an maintenant, de se séparer de deux activités, qui étaient nos activités d'énergie renouvelable et d'exploitation, notamment de résidence et de coworking, parce que c'était un momentum où, avec la crise de l'immobilier qui démarrait, on avait des choix à faire, de nous recentrer notamment sur la partie promotion immobilière et investissement immo. Et avec l'exploitation, on faisait un peu trop tout et ça devenait dangereux. Donc voilà, il y avait notamment une part de stratégie et de repositionnement qui était nécessaire pour nous. Après, cette agilité, il faut la conserver. Il faut que dans les modes d'organisation de l'entreprise, on sache prendre des décisions sans que ça mette en péril tout le groupe. Mais oui, c'est un élément, à mon sens, fondamental de garder ça. Avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on s'arrête quelques minutes et qu'on se tourne vers mon collègue Romain Roux, qui va nous faire un petit point sur le marché de l'immobilier en Bretagne. 2025 sera-t-elle l'année de la reprise de l'immobilier en Bretagne?
En tout cas, on voit quelques signes positifs à l'horizon après une période très compliquée. En 2 ans, le volume des transactions a dégringolé de 25 à 30% d'après les notaires bretons. Certains indicateurs sont même pires qu'après la crise des subprimes de 2008. Le nombre de transactions a continué à tomber en 2024 avec un recul de 12% sur l'année entière, mais au dernier trimestre, la tendance s'est inversée et ce, dans tous les départements de la Bretagne historique, à l'exception des Côtes-d'Armor. Le volume est reparti à la hausse, l'augmentation est timide, c'est vrai, plus 1,4%, mais elle est là. Alors d'après les notaires bretons, les conditions de la reprise s'installent peu à peu. Les taux d'intérêt sont passés de 4,5% en 2023 à un peu plus de 3%. Les prix ont baissé dans l'ancien, à Rennes, Saint-Malo, Nantes, Lorient et Vannes. Bonne nouvelle pour les acheteurs. Le creux de la vague semble donc avoir été dépassé, mais bien sûr, il y a encore du chemin à faire pour remonter la pente, en espérant qu'aucun grain de sable ne vienne enrayer le redémarrage de la machine. Alors Vincent Legendre, allons un peu plus loin sur cette question de la stratégie d'entreprise. Comment est-ce que concrètement vous avez construit tout ça au sein du groupe quand vous y avez réfléchi? Ça s'est passé, je ne sais pas, au niveau de votre comité de direction? Vous avez monté un groupe de travail? Comment est-ce que vous avez pensé les choses? D'abord, il faut que je fasse un tout petit peu d'histoire. C'est que quand moi je suis rentré en entreprise il y a un peu plus de 20 ans, et rapidement je me suis mis à co-gérer l'entreprise, et du coup, pendant 5 ans, on a dirigé à 2. Quand mon père a arrêté en fin 2015, je n'ai pas voulu me retrouver tout seul et j'avais envie que la stratégie de l'entreprise soit menée à plusieurs, de manière un peu collective. Donc j'ai mis en place ce qu'on appelle un directoire. Et pendant les premières années, ces 10 dernières années, depuis que je suis à la tête de l'entreprise, on a quand même pas mal défini sa stratégie à 5 puis à 6 au sein du directoire. Et ce qui s'apparente à un codir dans une entreprise. Et depuis, on a assez largement appuyé sur des méthodes collaboratives où on consulte, on audite un peu nos collaborateurs ou nos clients, nos parties prenantes, pour leur demander aussi où ils nous attendent. Pas mal d'enjeux qu'on a adressés de cette manière-là désormais. Bon, le dernier en date est évidemment l'enjeu de la transition énergétique et du carbone, où on a commencé, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, par faire une grande enquête auprès de nos collaborateurs, et même un peu plus largement, pour savoir déjà ce qu'étaient leurs attentes. Et puis après, quand on définit une stratégie, on récupère toute cette matière, et il faut bien décider quand même. Donc on décide à l'échelle du directoire, des fois un petit peu tout seul, mais rarement, le plus rarement possible, pour définir vraiment les axes principaux. Ouais. C'est une matière vivante, cette stratégie, je veux dire, c'est quelque chose qu'on pense et qu'on fait évoluer au fil du temps, ou est-ce qu'on se fixe pendant 3-4 ans, on va faire ça? Peut-être les deux, remarquez. Je pense que c'est une matière de plus en plus vivante. Je pense que pour tous les gens qui sont dans le business depuis longtemps, avant on faisait des BP, des business plans à 10 ans. Je pense que le business plan à 10 ans c'est devenu de la science-fiction. Le business plan à 5 ans ça fout les jetons, encore déjà. Pourquoi? Parce que le contexte est vraiment mouvant. On parle de permacrise maintenant, en fait tout change tout le temps très vite. Là encore une fois, vous voyez quelqu'un comme Trump qui débarque et puis tout change, les règles du jeu change tout le temps. Donc cette stratégie, c'est avant tout, moi j'ai pris l'habitude de dire que on trace un chemin et une direction dans laquelle on veut aller. Par contre, on a un petit peu du mal à déterminer le point d'arrivée. Donc voilà, on se dit comment on veut faire les choses, qui on a envie d'être, ce qu'on a envie de projeter. Évidemment, on garde notre expertise et on est conscient de ce qu'on sait bien faire. Et puis après, on atterrit un petit peu où le vent nous mène. Ouais. Voilà. Il y a des choses, vous venez un peu de l'évoquer, il y a des choses qui sont forcément à aborder, des points de passage obligatoires dans une réflexion? Ah oui, il y a des points de passage obligatoires. Encore une fois, si je reparle là maintenant du carbone et de la transition énergétique, il y a des pans on ne peut pas ne pas les regarder, on ne peut pas ne pas les adresser. Donc quand on a une stratégie, évidemment, première des choses, c'est de s'assurer que l'entreprise va être rentable, va être durable et performante, mais il faut aussi qu'elle s'inscrive dans tous les enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui, donc aussi bien les attentes sociétales, sociales et environnementales. Et on est dans un... Enfin, j'ai la chance de diriger un groupe de construction et d'immobilier. On a un impact très très fort dans le cadre du carbone et de la transition environnementale, donc c'est passionnant. Il y a plein de choses à faire. Ouais, il faut y réfléchir au risque d'être disqualifié, d'être plus là potentiellement dans quelques années. Il faut y réfléchir au risque de ne pas être pertinent. C'est pas, moi je pense que c'est ceux qui seront plus là, c'est ceux qui n'y réfléchissent pas. Je suis persuadé qu'il faut y réfléchir pour être là dans 5 ans. Ouais. Sur tout ça, est-ce qu'on se fait accompagner par des prestataires extérieurs? Aujourd'hui, il y en a à peu près sur tous les sujets. Mais est-ce qu'on se fait accompagner ou est-ce que la matière est trop stratégique et doit rester un peu en interne?
Non, non, on se fait régulièrement accompagner pour l'animation, l'aide à la transformation. En fait, on va moins chercher une expertise qu'une manière de faire. D'accord. Donc oui, on se fait accompagner très régulièrement pour nous aider à enclencher la dynamique auprès de nos collaborateurs et mener ces plans de transformation, en tout cas les écrire et les décliner. Si vous aviez un conseil à donner à un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise qui est en pleine réflexion, ce serait quoi? Ouais, j'en donnerais deux. Se faire confiance et faire énormément confiance à ses équipes, parce que c'est la base de tout, c'est vraiment la confiance qu'on arrive à donner à ses collaborateurs, à ses équipes. Et puis deux, être curieux, parce que bien regarder tout ce qui se passe autour, parce que si on reste complètement enfermé dans sa boutique et qu'on ne prend pas le temps de s'ouvrir les chakras et de regarder un peu ce qui se passe autour, on est vite dépassé. Eh bien, c'est sur ces conseils qu'on va terminer l'émission. Je vous remercie beaucoup Vincent Legendre. Avant ça, je vous propose qu'on se tourne vers le plus de l'expert de la Banque Populaire Grand Ouest. Concentrons-nous ce mois-ci sur le secteur de la santé. Le secteur de la santé en France est en pleine expansion. Il représente un chiffre d'affaires de 90 milliards d'euros, dont 35% à l'export. Avec environ 3100 entreprises, il génère près de 455 000 emplois. Face à une concurrence internationale croissante et aux défis réglementaires, les entreprises françaises misent sur l'exportation, principalement sur deux domaines, les biotechnologies, les technologies médicales, sachant que pour ce dernier, le marché mondial représentait 1,55 trillion de dollars en 2023. Pour réussir sa conquête de nouveaux pays étrangers, des études de marché et des analyses stratégiques sont indispensables, comme pour les États-Unis, l'Australie, la Turquie, les Émirats arabes unis. La Banque Populaire Grand Ouest, avec ses partenaires implantés à l'étranger, couvre plus de 75 pays pour accompagner les entreprises du secteur de la santé et du médical désireuses d'exporter ou de créer leur filiale à l'étranger. Alors, prêt à explorer de nouveaux horizons? Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro d'Eureco consacré ce mois-ci à la stratégie d'entreprise. Dans le monde économique, il y a autant de stratégies que d'entreprises, autant de bons que de mauvais choix. Pour réussir, il faut souvent beaucoup de finesse, de talent et d'analyse, un peu de chance également pour des chefs d'entreprise qui doivent jongler entre la baisse du pouvoir d'achat, l'inflation, les changements de normes et les hausses des charges. Et si la solution était de penser complètement différemment, par exemple en donnant les clés du camion à un félin? C'est en tout cas ce qu'a essayé de faire une entreprise de communication roumaine il y a quelques années en nommant un chat à sa direction. L'histoire ne dit pas si les choses se sont bien passées, ni si la société existe encore. Elle aura au moins réussi un bon coup de com', une stratégie du buzz bien éloignée de celle des entreprises bretonnes, dont beaucoup sont encore adeptes de l'adage « Vivons heureux, vivons cachés ». À bientôt.